Fin du 5e sommet des BRICS en Afrique du Sud, au centre des réflexions, l'avenir des grandes puissances émergentes que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. C'est aujourd'hui qu'a lancé l'opération de pré-souscription de commercialisation des logements sociaux. C'est une question primordiale pour le gouvernement ivoirien et pour cause, il faut 400 000 maisons pour résoudre le déficit de logements en Côte d'Ivoire. Et puis nous nous rendrons à Boaké où la population vive un véritable calvaire. Un coup d'eau polluée rend la vie de riverains difficile. Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de 13h. Je vous le disais en premier titre, le 5e sommet des BRICS en Afrique du Sud a pris fin hier en présence du président ivoirien Alassane Ouattara. Au centre des réflexions, l'avenir des grandes puissances émergentes que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Les détails avec Jérôme Kofi Aboulé. Zimbali, c'est le cadre choisi pour abriter le 5e sommet du BRICS pour ce qui est de la deuxième et dernière journée ce mercredi 27 mars 2013. Cadre situé à une quarantaine de kilomètres du centre-ville, les chefs d'État africains invités au nombre desquels le président ivoirien Alassane Ouattara ainsi que les dirigeants des pays composant le groupe BRICS s'y sont retrouvés pour réfléchir en vue de la promotion de la coopération entre les différents États. Une longue soirée d'échange à huis clos entre 15h40 et 19h34 heure locale. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, faisant le point, a indiqué avoir pris part à un sommet qui a tenu toutes ses promesses. En ce qui concerne les chefs d'État africains, le Premier ministre d'Éthiopie et le président Macky Sall qui s'occupe du NEPAD ont parlé à notre nom et ensuite nous avons procédé à des échanges. Bien évidemment, en tant que président à l'exercice de la CEDEAO, j'ai demandé le soutien des membres du BRIC qui sont des membres permanents du Conseil de sécurité, d'apporter leur soutien à l'opération de maintien de la paix sur laquelle nous sommes en train de travailler pour le Mali. Au-delà, nous avons parlé des grands projets à financer au niveau du continent africain par les BRICS, par la Banque de développement des BRICS. Et donc ça a été un échange très profond, très utile et je pense que nous pourrons en tirer de très bonnes conséquences dans les années à venir. Potentialité de l'Afrique, le BRICS et la coopération de l'Afrique sur l'infrastructure, c'est le thème choisi pour cette rencontre de Durban, une rencontre avec pour objectif d'œuvrer pour notamment renforcer le poids économique et peser si besoin en est dans des négociations avec par exemple le G20, le FMI et l'OMC, Organisation mondiale du commerce. Toujours en Afrique du Sud, le président chinois a offert ce jeudi matin un petit déjeuner aux chefs d'État africains qui ont pris part au BRICS. Reportage encore de Jérôme Kofi Aboulé. Ce petit déjeuner de travail pour l'initiateur, le président de la République populaire de Chine, comme une ultime occasion à Durban de réunir autour de lui des chefs d'État africains 24 heures après leur participation au 5e sommet du BRICS le mercredi 27 mars 2013. Une rencontre pour déterminer des perspectives d'avenir, s'agissant notamment des relations entre les pays africains et la Chine. Pour le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, ce petit déjeuner de travail a été on ne peut plus utile. Nous avons un échange fructueux, pas seulement sur les questions économiques et politiques, mais également les questions diplomatiques, les questions culturelles, les relations internationales. J'ai rencontré un président chinois qui connaît bien les problèmes de nos pays et je pense que nous allons pouvoir développer davantage les relations entre la Chine et l'Afrique et bien sûr la Côte d'Ivoire. À l'instar du président de la République de Côte d'Ivoire, autour du président de la République populaire de Chine, plusieurs autres chefs d'État africains qui ont participé à la rencontre de Durban. Il s'agit notamment des présidents guinéens, béninois, tchadiens, ougandais, mozambicains, rwandais, algériens et sud-africains. Une façon pour eux de se dire au revoir après avoir contribué à la réussite du 5e sommet du BRICS. Pour ce qui concerne le président ivoirien Alassane Ouattara, c'est aux environs de 12 heures heure locale, soit 10 heures GMT, ce jeudi 28 mars 2013, qu'il a pris place à bord de son avion pour regagner la Côte d'Ivoire. Cela après avoir reçu les honneurs militaires et salué les personnalités présentes à son départ à l'aéroport de Durban.
Voilà, vous l'avez entendu, le président Alassane Ouattara, qui a pris part à ce 5e sommet des pays membres du BRICS, regagne Abidjan donc aujourd'hui. Et puis en Afrique du Sud, toujours, l'ancien président sud-africain Nelson Mandela a de nouveau été hospitalisé la nuit dernière. Il souffre d'infection pulmonaire. Je vous rappelle qu'il est âgé de 94 ans. Après une mission de 14 jours, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement félicitent la Côte d'Ivoire. Le pays a régularisé sa dette extérieure pour la première fois depuis 30 ans. Alvarassa. Selon le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les échanges entre les autorités ivoiriennes et les équipes du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ont été fructueux. Cela dans le cadre de la 3e revue du programme soutenu par la facilité élargie du crédit. Et ce qui lui permet d'affirmer que la dynamique économique enregistrée depuis la sortie de la crise se confirme. Le taux de croissance du produit intérieur brut pour l'année 2012 s'établit à 9,8%. Donc 9,8% contre une prévision initiale de 8,1%. Estimé donc en mars 2012 et qui avait été révisé donc à 8,6% en septembre 2012. Donc, comme vous le voyez, nous tutoyons les deux chiffres avec 9,8%. La Côte d'Ivoire rejoint le cercle vertueux des économies à forte croissance en Afrique et dans le monde. Cela devrait se maintenir en 2013 avec une prévision de croissance de 9%. Avec le raffermissement de la croissance en 2013, la population ivoirienne devrait mieux ressentir les retombées positives. Pour le chef de la mission du Fonds monétaire international, Michel Lazare, les deux parties sont parvenues à un accord provisoire sous réserve de son approbation par la direction générale et le conseil d'administration du Fonds monétaire international. Si les politiques économiques du gouvernement pourraient être soutenues par un décaissement de 48,8 millions de droits de tirage spéciaux, soit environ 74 millions de dollars, la réunion du conseil d'administration qui approuvera cette décision est prévue pour fin mai 2013. L'inflation s'est établie à 1,3% en 2012 et l'exécution budgétaire a aussi été meilleure que prévu. Il invite donc le gouvernement ivoirien à poursuivre la mise en œuvre de son programme de réforme et à améliorer le climat des affaires pour que le pays se mette définitivement sur le chemin du développement. En bref, le Premier ministre haïtien est en Côte d'Ivoire. Laurent Salvador est arrivé ce mercredi à Abidjan. Il a été reçu par son homologue ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Objectif de cette rencontre, la signature de plusieurs accords de coopération. C'est aujourd'hui qu'est lancée l'opération de présouscription de commercialisation des logements sociaux en Côte d'Ivoire. C'est une question primordiale pour le gouvernement et pour cause, il faut 400 000 maisons pour résoudre le déficit de logements dans notre pays. Reportage Francis Boifo. Logement moderne à moindre coût et répondant aux normes de développement durable. C'est l'ambition affichée du gouvernement pour résoudre la crise du logement en Côte d'Ivoire. Il faut 400 000 maisons pour pallier ce déficit et le gouvernement en est conscient. Il multiplie les actions d'acquisition de terrain et de mobilisation des opérateurs économiques. Résultat, plus de 2000 hectares de terrain sont acquis sur l'ensemble du territoire national. Plusieurs hectares sont techniquement investis et viabilisés avant de les mettre en valeur. Selon le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, au moins 60 000 logements sont attendus d'ici à 2015, avec 10 000 à l'intérieur du pays et 50 000 dans l'agglomération d'Abidjan. Bénéficiaires de ces maisons, les jeunes Ivoiriens âgés de 25 à 40 ans révolus et dont le revenu mensuel du ménage n'excède pas 400 000 francs CFA. Le candidat aux logements sociaux ne doit pas être propriétaire ou copropriétaire d'un logement en Côte d'Ivoire. Il peut être salarié du secteur privé ou public ou exercer une profession libérale du secteur formel ou informel à revenus réguliers ou irréguliers, avoir un compte contribuable à jour et un compte bancaire. La cérémonie de lancement de l'opération de pré-souscription ou pré-commercialisation des logements sociaux et économiques aura lieu ce jeudi au siège de la Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière SICOGI à Adjamé. On vient de l'apprendre, la condition d'âge de 25 à 40 ans donnée dans l'élément n'est plus valable.
La Banque mondiale et l'Union européenne au secours des populations à revenus modestes. Leur branchement au courant électrique est désormais fixé à 20 000 francs CFA contre 80 000 francs CFA. Les détails avec Noël Nyagno. Avec ce geste, Adama Tungara, ministre des Mines et Énergie, donne le top départ des branchements sociaux. 60 000 nouveaux abonnés à revenus modestes sont concernés, particulièrement les clients des zones d'habitation spontanée à forte densité de population. Cette opération va permettre à ces populations de bénéficier d'un service essentiel, l'accès à l'électricité et à ses avantages socio-économiques. Nos parents qui n'ont pas assez de moyens ont aussi droit au bonheur. Leurs enfants doivent étudier, eux-mêmes ont besoin de suivre la télévision, dormir avec un ventilateur, charger leur portable et conserver des aliments au frigo. Les populations cibles ne paieront désormais que 20 000 francs CFA contre 85 000 francs, coût moyen de branchement. Le solde 65 000 francs est payé à la CIE sur les ressources du fonds pour le compte du demandeur. Le demandeur rembourse l'avance que lui aura consenti le fonds en 13 bimestres maximum à raison de 5 000 francs par bimestre en moyenne, ce qui correspond à 26 mois. Les populations saluent l'initiative et attendent maintenant l'accès à l'eau potable. Dans presque toutes les maisons ici, il y a au moins 20 à 15 bidons de 20 litres qu'on doit chercher l'eau aussi. Le courant, j'espère que l'autre arrivera. Ce projet est la sous-composante portant extension du réseau de distribution dans l'agglomération d'Abidjan. Le fonds est financé par la Banque mondiale à hauteur de 2 milliards de francs CFA. La ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamine, est au Burkina Faso. Elle a été reçue par le président du Burkina Faso. Ils ont parlé de la coopération ivoiro-burkinabé. La ministre ivoirienne de la Communication s'est rendue au Conseil supérieur de la communication du Burkina. Je vous propose maintenant d'écouter la réaction du ministre de la Communication de Côte d'Ivoire après sa rencontre avec le président burkinabé. Je suis venu donc au Burkina dans le cadre d'un protocole d'accord qui a été signé par les deux ministères, le ministère de la Communication du Burkina Faso et celui de Côte d'Ivoire. Donc naturellement, nous étions venus présenter, le ministre et moi-même, donc ce protocole d'accord au président, discuter avec lui, voir un peu dans quelle mesure nous pouvons mieux travailler, parce que nous avons toujours besoin effectivement du soutien des deux présidents, du président de la République du Faso et du président de la République de Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que nous sommes venus échanger. Et bien entendu, nous lui avons rappelé que ça ne concernait pas seulement les secteurs de la communication, d'autres secteurs aussi étaient concernés par cet accord de coopération. Et donc il fallait effectivement que ça puisse se faire dans les secteurs, que ce soit l'agriculture, que ce soit le commerce ou d'autres secteurs qui sont concernés. Donc nous avons eu un échange très intéressant et je pense que la suite de la visite, ce serait effectivement que les structures sous tutelle donc, du ministère de la Communication du Burkina et celui de la Côte d'Ivoire soient opérationnels, puissent travailler réellement sur le terrain par rapport à l'accord que nous avons conclu. Vous le savez, la fête de Pâques est une période chargée sur les routes du pays. C'est aussi une période de fragilité sécuritaire. Le ministre auprès du chef de l'État chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, s'est prononcé sur ces questions. Il est par ailleurs revenu sur la situation sécuritaire dans l'ouest du pays où le calme est, dit-il, revenu. Les précisions d'Adama Kone. Au ministère de la Défense, les responsables ont monté la garde. Objectif : barrer la route aux coupeurs de route et autres malfrats qui troublent la quiétude des populations. Nous avons mis en place un dispositif qui est maintenant rodé avec l'état-major, la gendarmerie et la police nationale. Donc hier d'ailleurs, nous avons fait une réunion avec l'ONUCI et l'ICOL pour examiner ce dispositif qui rentre dès aujourd'hui en ligne de compte, où il va avoir de façon simultanée et en montée en puissance une couverture des axes, les principaux axes routiers, très circulés par ces périodes de fête, les gares routières, et aussi une présence physique au niveau des lieux de culte dès le jeudi, vendredi. Et on va continuer cela jusqu'à une semaine après la fête pour que la population soit rassurée et qu'elle puisse vaquer à leurs occupations, mais aussi aller à leur lieu de culte et faire les voyages pour manifester leur joie. Voilà pour ce qui concerne le dispositif de prévention. Que dire du foyer de violence enregistré à l'ouest? Pour le ministre en charge de la Défense,
3 raisons expliquent la situation. Les attaques à l'ouest actuelles ne sont pas du même type que les anciennes. Il faut noter que les attaques actuelles sont liées à un certain nombre de phénomènes. La première chose, c'est que en période, j'allais dire, de sécheresse entre 2 saisons, vous avez le niveau du fleuve Cavally qui baisse. Donc ce niveau du fleuve Cavally qui baisse permet à certaines personnes mal intentionnées, notamment des miliciens ou des mercenaires qui sont, je dirais, en manque d'activité, de venir opérer sur nos territoires en traversant très facilement le Cavally pour venir faire simplement, j'allais dire, de la razzia. Simplement, ils arrivent dans les villages, ils incendient les villages, ils prennent à manger, ils prennent la nourriture. Et c'est vraiment du banditisme pur et simple pour des gens qui n'ont pas à manger et qui viennent le faire. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que vous avez des problèmes fonciers qui aujourd'hui, avec le retour des exilés de nos compatriotes de l'autre côté du Libéria, reviennent et souvent trouvent que leurs terres ont été occupées ou vendues. Donc certains vont chercher des mercenaires et des miliciens à vil prix pour venir régler les comptes. Malheureusement, cela entraîne ce que vous constatez, à savoir des pertes en vies humaines inutiles. Donc il faut le noter, c'est dommage, je le dis, ce sont nos propres frères qui se livrent à cela. Ça va être des Ivoiriens qui vont chercher des miliciens ou des mercenaires pour venir s'attaquer à des Ivoiriens ou à des populations allochtones ou allogènes. Et la troisième raison, c'est par rapport à l'environnement politique, notamment électoral, où il y a certains qui ont des comptes à régler. Vous avez malheureusement certains candidats ou alors certaines populations qui croient que la situation est comme avant ou alors penser pour faire revenir l'ancien régime et ne sont pas contents et se livrent à ces actes contre d'autres Ivoiriens. Le calme est-il donc revenu? La situation est calme, sous contrôle. Depuis les derniers événements, dernières attaques, nous avons renforcé le dispositif. Nous allons continuer à le faire. Nous allons faire une montée en puissance. Là où il y a encore des conflits, là où il y a des risques, nous allons renforcer. Nous allons réallouer la mobilité vers ces zones, mais aussi renforcer un moyen humain et tout ce qui va avec, naturellement. Et aussi renforcer les patrouilles mixtes avec nos amis de l'ONUCI qui vont utiliser également les Mi-24. Et nous avons demandé à ce que cela soit fait et l'accord a été donné. Tout semble alors bouclé pour une période pascale apaisée. Les éléments sont au garde à vous, prêts pour les ordres. Il faut renforcer la capacité de formation des agents médicaux et des travailleurs sociaux en Côte d'Ivoire. C'est le constat de l'ambassade des États-Unis qui a décidé de lancer un projet de coopération avec le ministère de la Santé. Diverses activités sont prises en compte, notamment la mise en œuvre d'un système d'amélioration de l'accès aux soins. La tuberculose tue encore en Côte d'Ivoire. Chaque année, plus de 24 000 nouvelles personnes sont affectées par la maladie pulmonaire. La ville de Toumaudi a célébré la journée mondiale de lutte contre l'infection avec pour thème « Halte à la tuberculose de mon vivant ». Kwadjo Kwame. Toumaudi, ville carrefour, brassage de plusieurs peuples. Les habitants de cette cité ont démontré leur capacité de mobilisation à lutter contre la tuberculose qui est un problème de santé publique. En la matière, les chiffres sont évocateurs. En 2011, au plan mondial, 8,7 millions de nouveaux cas de tuberculose ont été enregistrés avec 1,4 million de décès. En Afrique, la tuberculose est associée à des facteurs liés à la pauvreté et à la pandémie du sida. Et l'on comprend mieux que la tuberculose constitue une réelle menace pour l'humanité. Surtout que la couverture en traitement antirétroviral est seulement de 48% au niveau mondial. La tuberculose est une maladie contagieuse provoquée par le bacille de Koch. Le microbe s'attaque aux poumons, le malade tousse et a du mal à respirer. Le sujet malade doit avoir des effets personnels pour éviter de propager la maladie. Avec la pandémie du VIH-Sida, la Côte d'Ivoire fait face à la co-infection tuberculose VIH-Sida. On note aussi l'émergence des cas de tuberculose multirésistante. C'est pourquoi Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a félicité le corps médical pour les efforts accomplis avant d'appeler les populations à prendre des mesures préventives pour relever de nouveaux défis. Il faut prévenir les formes graves de tuberculose chez l'enfant.
Mesdames, je m'adresse particulièrement à vous. En faisant vacciner très tôt par le BCG à travers les centres de santé du pays. Pour toute autre personne, il faut prendre des mesures pour éviter le décès par la tuberculose en se faisant dépister tôt devant une toux qui dure depuis 3 semaines, accompagnée ou non de fièvre, d'un manque d'appétit, d'amaigrissement et de sueur nocturne. Les partenaires du système sanitaire ont dit leur volonté de contribuer à l'offre de santé dans la lutte contre ce fléau. Enfin, les meilleurs centres de traitement et les centres de coordination ont été primés pour l'excellent travail accompli dans le cadre de la lutte contre la tuberculose. On reste dans l'intérieur du pays, à Béoumi, où la construction de la grande mosquée va enfin pouvoir être achevée. Le collectif des cadres de la ville a offert du ciment. Reportage. 4 tonnes de ciment à la communauté musulmane de Béoumi pour l'aider à achever les travaux de construction de la grande mosquée. Ce geste est du collectif des cadres de Béoumi. Cette action vise à tenir une promesse. On a discuté, il nous a promis qu'il va envoyer ça. Chose promis, chose faite. Vraiment, on est très contents. Heureuses sont également les populations du village de Niambrun. En effet, le centre de santé rural vient de recevoir du collectif des cadres de Béoumi 4 lits d'accouchement et 4 lits pour bébés. Ce lot de matériel vient ainsi soulager les populations et le corps médical de Niambrun qui a beaucoup de difficultés pour faire fonctionner normalement ce centre de santé. Nous voulons demander qu'on puisse construire notre dispensaire parce que nous, réellement, nous sommes dans la maternité et aussi le logement du personnel. On compte sur la volonté de bonnes personnes pour que cela puisse se faire. C'est dans la gaieté et la bonne ambiance que les représentants du collectif des cadres de Béoumi ont quitté les villageois de Niambrun. À Boaké, dans le quartier de Dar es Salaam, un coup d'eau fait beaucoup parler de lui. La rivière Galakoni dégage une odeur nauséabonde qui rend difficile la vie des riverains. Reportage sur place, Brahima Doumbia. À Dar es Salaam, extension 1, les riverains de Galakoni respirent mal. Une odeur nauséabonde se dégage de cette eau qui, de nature claire, est devenue noirâtre du fait de sa pollution. C'est dans la soirée que l'odeur devient insupportable et difficile à respirer. Vers les 18h, l'odeur rentre à la cour, ça nous empêche de bosser. Souvent, on ne peut pas bosser sur la terrasse, on est obligé de rentrer dans la chambre. C'est pollué, il y a les animaux qui boivent dedans, on ne sait même plus à quel sens c'est voué. Dans l'ignorance totale, Dame Matogoma Sissé mène ses activités commerciales pour assurer son quotidien. L'eau dégage une odeur nauséabonde. Je suis veuve. Je n'ai personne pour m'aider. Je suis obligée de recueillir les graviers dans cette eau pour les vendre et subvenir à mes besoins. Je ne sais pas si cette odeur nous rendra malades un jour. Aidez-nous. Les habitants souhaitent que les autorités compétentes se penchent le plus tôt sur cette question. Le chef du service technique de la direction de l'environnement, Tano Serge Pacom, a au nom de sa direction promis de mener des investigations pour y trouver des solutions idoines. Les riverains sont invités à prendre des précautions pour éviter toute surprise désagréable. Le président de la coalition des jeunes patriotes pour la paix et la réconciliation était à Lakota. Objectif de cette visite de Zadi Djedje, sensibiliser les populations à la paix. Léon Brou. Une réconciliation vraie pour la paix et le développement à Lakota. Cela passe pour la coalition des jeunes patriotes pour la paix et la réconciliation CJPPR par la capacité des fils et filles du département à tourner la page de la crise post-électorale. À cet exercice, Zadi Djedje et ses camarades ont soumis la communauté musulmane de Lakota et les populations de Niazakoko, Dumont, Neko et Kwasi-Lilié. En traversant ces localités, le président de la CJPPR n'a pas manqué de présenter des excuses pour les dérives de la jeunesse au plus fort de la crise. À Niazoro, destination de son périple, Zadi Djedje a engagé les couches socio-professionnelles à accompagner le pouvoir en place. Vous qui dites non, vous ne voulez pas aller à la réconciliation, je vous demande de vous ressaisir. Dieu ne descend pas pour parler aux hommes. Il y a un monsieur qui exerce le pouvoir. Il faut l'accompagner pour le développement de la Côte d'Ivoire. Un message bien perçu par le maire FPI de Zikisso,
Le délégué RJR de Lakota et le coordonnateur de la CJPPR de Lakota, anciennement chef milicien. Tous ont promis de travailler à la pérennisation du pardon, de vivre ensemble pour une paix durable à Lakota. Avant sa tournée de Lakota, Zadi Djedje était l'invité d'une organisation internationale au Sénégal où il a été élu président des leaders africains pour la paix et la non-violence. Rendons-nous dans le village de Songori, dans la commune de Bondoukou. Là-bas, un barrage ne satisfait pas les attentes des populations. Reportage Eugène Atoubé. Cette vaste étendue d'eau, c'est le barrage de Songori à une dizaine de kilomètres de Bondoukou. Ce jour, Atta est le seul pêcheur à y promener sa pirogue. Toute la nuit, il a installé ses filets. Au lever du jour, aucun poisson pris. Mais des plantes aquatiques qui causent bien des soucis aux pêcheurs. Depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui, vraiment, ça ne marche pas du tout. Et il y avait une herbe qui est venue, on ne sait pas d'où ça vient. Ça est au milieu de l'eau. Ce n'est pas en haut et ça n'arrive pas en bas. Donc les poissons sont en bas d'herbe. Donc ça fait qu'avant, on peut lancer épervier. Mais maintenant, à cause des herbes là, on ne peut pas lancer épervier. Comme ça ne marche pas, tout le monde a abandonné. Avant là, quand les pêcheurs viennent, des fois même pour un pêcheur, il y a 3 femmes qui peuvent prendre pour un pêcheur. Et puis c'est beaucoup. Mais maintenant là, quand on va, on gagne même pas. Le barrage de Songori avait suscité beaucoup d'espoir dans tout le district du Zanzan, notamment dans les régions du Kontougo et du Boukani, à sa création en 1971. Mais très vite, on s'est aperçu qu'il n'était pas assez puissant pour produire de l'électricité. Et pour qu'il soit utile aux populations riveraines, le barrage a été transformé en retenue d'eau avec pour mission d'irriguer les vastes périmètres rizicoles aménagés et développer l'activité de pêche. Mais là encore, problème. Les vannes du barrage de Songori sont inopérationnelles depuis de nombreuses années et l'activité agricole se meurt. Le barrage étant créé depuis les années 70, qu'on est aujourd'hui un état de délabrement. Toutes les vannes sont gâtées. Ça fait que si vous n'avez pas besoin d'eau, vous avez besoin d'eau, l'eau passe. Donc on a besoin que l'État nous vienne en aide parce que pour faire les vannes, il faut beaucoup d'argent. Le drain principal devrait être cimenté. Ça fait que l'eau passe à travers. La réhabilitation du barrage de Songori est attendue avec beaucoup d'enthousiasme par les populations de tout le district du Zanzan, notamment celles des régions du Kontougo et du Boukani. Les populations de ces régions y voient dans cet acte à venir promesse faite par le président Alassane Ouattara lors de sa visite d'État dans cette partie de la Côte d'Ivoire, la solution au problème du développement des différentes localités qui composent le district du Zanzan et de progrès de leurs populations respectives. L'actualité internationale, les Nations Unies envisagent une mission de maintien de la paix au Mali. Elle pourrait porter sur 11 200 hommes au maximum. Ces casques bleus seraient principalement constitués par les effectifs de la MINUA, la force africaine déjà présente avec quelques 7 000 hommes. Le rapport suggère également l'envoi de 1440 policiers. En bref, le Premier ministre centrafricain a été reconduit dans ses fonctions 3 jours après le renversement par la rébellion du président François Bozizé. La crise financière en Europe. Les banques chypriotes ont rouvert leurs guichets ce jeudi après 12 jours de fermeture. Elles avaient été fermées pour éviter une fuite de capitaux du pays sauvé de la faillite par un plan international. La Ligue arabe soutient l'opposition syrienne. Elle occupe depuis hier le siège vacant de la Syrie dans la salle où s'est ouvert le 24e sommet des chefs d'État du monde arabe au Qatar. Le drapeau de la révolution a remplacé celui de la République de Syrie. Regardez. Tirs de roquettes et bombardements se sont multipliés ces derniers jours sur Damas, place forte du régime, dont les troupes tentent de neutraliser les poches des insurgés et de les empêcher d'avancer dans la capitale. Pendant ce temps, à Doha, les pays arabes ont proclamé leur droit d'armer l'opposition contre le régime de Bachar al-Assad, après avoir octroyé mardi à l'opposition syrienne le siège de la Syrie auprès de la Ligue arabe lors d'un sommet d'un jour au Qatar.
Il est urgent que nos États reconnaissent la coalition de l'opposition syrienne comme légitime représentant du peuple syrien pour la liberté et la justice. Pour le Qatar, la Ligue arabe a le droit d'apporter tous les moyens d'autodéfense pour soutenir le peuple syrien. Seuls l'Irak et l'Algérie ont exprimé leurs réserves. Le Liban, quant à lui, s'est distancié du texte final. Les Nations Unies ont nommé mardi un expert suédois pour diriger l'équipe scientifique chargée d'enquêter sur l'emploi éventuel d'armes chimiques par les belligérants des deux bords. Le secrétaire général des Nations Unies a nommé le professeur Euke Sellström à la tête d'une mission scientifique pour enquêter sur les allégations d'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité ne seront pas autorisés à participer à cette enquête. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.